Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Je vous ai compris. Sunny ways, my friends, sunny ways. Parce que c'est notre projet. Nothing, just an incident. La gauche caviar découvre la tête de veau. Continuer de préserver notre différence comme Québécois parlant français en Amérique. Tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Bonjour et bienvenue à tous sur Des bières et débats. C'est Pidou qui est avec vous aujourd'hui en compagnie de Astro. Salut. Salut à toi. Et j'espère que tu vas bien déjà. Bah oui, et toi? Bah ça va super. Puis attends, regarde là. Paf, on a une caméra parce que si vous êtes sur YouTube en ce moment... Parce que là on est dans mon salon, donc je me suis dit qu'est-ce qu'il me montre? Oui, la caméra, tu oui. vois là derrière, bon bah il y a ton mur. C'est ça, on espère que vous allez bien. Actuellement sur YouTube, vous pouvez nous voir en vidéo. Et si jamais vous êtes dans les transports ou que vous n'avez pas de données ou que vous êtes à la salle de sport, tac, vous nous mettez dans vos oreilles sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Deezer, on est partout. Donc, n'hésitez pas à interagir avec ce contenu, il y a les commentaires, il y a les pouces. Je te coupe parce qu'on fait même du contenu maintenant sur TikTok et Instagram. Vas-y, dis tout. Vous pouvez aller nous follow sur, ça s'appelle Des bières et débats et allez-y, voilà. Voilà, donc à peu près un niveau de publication qui sera assez satisfaisant pour vous. Oui, j'allais dire donne pas de chiffres parce que tu m'as angoissé là. On s'engage, on n'est pas des politiques, on va pas vous promettre des choses. Mais en tout cas, on est là pour vous divertir, j'espère que vous allez passer un bon moment. Et pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo? Il y a plein de raisons, vous êtes sûrement aux toilettes, mais c'est les statistiques qui disent ça, c'est pas juste mon opinion. C'est surtout le fait que on va parler aujourd'hui d'une méritocratie. Alors c'est peut-être un grand mot, et on vous a peut-être mis un autre titre qui est peut-être plus attirant, mais c'est vrai que la méritocratie, c'est un concept avant tout, qui vient promouvoir le travail, en fait le mérite plus précisément. Après, la manière dont chacun l'applique est très différente. Qui se base sur un classement de la société, un classement des idées, un classement des valeurs, un classement de beaucoup de choses par rapport au niveau de mérite, donc comment il a été obtenu. Et en fait, la manière d'atteindre un certain statut, c'est très large la méritocratie. Attention, il ne faut pas prendre ça vraiment dans une seule définition très fermée. La manière d'accéder à ce statut doit découler certains privilèges, certaines prérogatives, c'est une certaine reconnaissance de la part de la société. Ça, c'est le concept général et de manière plus précise, souvent on l'associe avec travailler plus égale gagner plus. Et travail dans son grand ensemble, c'est pas juste travail à l'usine, ça peut être le travail, plus tu vas grinder, si on prend le langage des Jones, plus tu vas grinder, plus tu vas avoir des rewards. Voilà, donc tu joues longtemps. Startup Nation donne envie de crever. Donc voilà, pour les plus jeunes d'entre nous, plus vous allez vous entraîner à un jeu vidéo, plus vous allez être bon et plus vous méritez donc d'être mis en avant en tant que le bon joueur, etc. Je pense qu'on plus vous faites de podcasts, plus vous devriez être mis de l'avant par les plateformes. Exactement, YouTube, salut. Et NordVPN, on est là pour une sponsor. Mais Discord aussi qui nous envoie des petits messages. Mais bref, tout ça pour dire que on va parler aujourd'hui de méritocratie et j'aimerais commencer d'abord parce que donc vous connaissez à peu près nos points de vue respectifs sur la société entre Astro et moi et c'est vrai que c'est un sujet dont on a finalement peu parlé l'un envers l'autre directement, c'est ça, pas au cœur de sujet, mais on a souvent gravité autour de ça. Et puis quelle meilleure plateforme que celle-ci pour en parler. Donc éventuellement, je te passerai la main. Question pour un champion. La mer Noire. Qu'est-ce que tu abordes ça peut-être de ton point de vue particulier. Soit j'attaque directement dans le cœur du sujet et je te dis est-ce que la méritocratie existe ou pas, ou peut-être plus dans une application générale. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du concept de méritocratie et de son application peut-être dans une société occidentale moderne telle que nous la connaissons? Je vais être très honnête avec vous, monsieur Bourdon. Les yeux dans les yeux. Non, pas Bourdon. Je vous le dis. Comment il s'appelle? Bourdin, pardon. Ouais. C'est Didier Bourdon, sinon c'est c'est pas le inconnu. Tout est faux. Voilà, merci à tous. Merci, j'ai dit à la prochaine. À la prochaine. Bye. Like, subscribe. Non, moi j'y crois pas. Ouais. En fait, j'y croyais vraiment à cette idée-là parce que forcément, en étant élevé dans les années 90, en ayant regardé Friends, en ayant regardé toutes les séries américaines, etc., tu te dis ça existe la méritocratie. Si tu le veux, tu peux, tu vas y arriver. Et regarder tous les entrepreneurs aux États-Unis ou même partout, c'était tous des fils d'eux. C'est pas des fils d'eux justement. C'était des fils de personnes qui sont devenus des grands industriels ou des grands trucs. Et voilà,
qui veut être tapis peut l'être. Et faut juste travailler, faut être prêt à sacrifier, faire des grands sacrifices, y arriver. Bernard Tapie, qui était issu d'une famille d'ouvriers et qui s'est issu au rang de millionnaire, si ce n'est milliardaire peut-être si on convertit aujourd'hui en euros. En étant voilà. président de la Crédit Lyonnais, je pense qu'il était milliardaire, quoi. En tout cas, après, je sais pas, ouais, c'est en actif et tout dans ce qu'il avait, je sais pas, mais voilà, il s'en est bien sorti. Il se souciait pas du 15 du mois. Non, voilà. Donc non. Donc moi, j'ai cru comme plein de gens. Puis après, le monde est rentré et je me suis cultivé un peu plus sur les gens et la vie. Et la vie, c'est t'as eu tes premiers salaires. J'ai eu mes premiers salaires et cette année, je dois payer des impôts. Donc je suis en mode, allez vous t'as, faire foutre. T'as atteint, monsieur a atteint un palier. Ça y est. Non, mais c'est vraiment pas beaucoup, mais je suis en mode, vraiment, c'est pas cool de des impôts. Surtout que t'es déjà prélevé sur ton salaire. Oui, parce que au Québec, au voilà. Québec, on est prélevé à la source en fait directement, et je vois combien je suis prélevé à chacune de mes payes. Ouais. J'étais vraiment en Ça mode. fait mal ça. Mais bout à bout là, ça fait beaucoup là, non Mais maintenant, il faut que tu refasses un chèque. Ouais, c'est pas beaucoup, mais je suis quand même en mode juste sur le principe. Mais bon, après, c'est. Sur le principe de payer les impôts, fait chier les gars là. Non, c'est l'état social et vraiment, je peux me le permettre aussi. Ouais, puis on ça me a met pas dans quand la même sauce, beaucoup quoi. de services au Québec qui sont Oui. bien opérants. Il y a C'est pas trop de ironique. files d'attente. Voilà, on n'annule pas du tout des chirurgies. On a des services de poste Mais qui c'est sont pas le Québec, efficaces. c'est au fédéral que je vais en payer. Ah, d'accord, ok. Donc voilà, mais bref. Parce qu'en plus, les services du fédéral sont géniaux aussi. Ouais. Ouais. Ça, bah ouais. Surtout Puis dans l'immigration. notre vie de tous les jours, les services du fédéraux, ils nous impactent vraiment. Donc, assez peu de ma vie personnelle, de mes impôts, mais oui. Non, moi, j'y crois pas, en vrai, à la méritocratie. Parce que, en fait, je suis très constructiviste dans la vie. Donc, je pense vraiment, sincèrement, que Explique peut-être ce que Les c'est que le individus- constructivisme. Ouais. le constructivisme, c'est-à-dire que les gens, c'est des Legos. C'est-à-dire qu'à la base, vous êtes rien et qu'on peut vous construire à peu près comme on veut et que chaque relation que vous allez avoir, l'environnement dans lequel vous grandissez, les écoles que vous allez fréquenter, l'argent auquel vous allez avoir accès, le nombre de bibliothèques que vous avez accès, tout est une pièce d'un Lego et à la fin, ça fait votre petite personne. Et vous pensez avoir des avis individuels, mais moi, je n'y crois pas. On est juste la somme infinie de tout ce qu'on a emmagasiné, de tout ce qu'on a consommé. Et même les choses qu'on ne consomme pas vont nous définir. Et par exemple, un exemple un peu pas trash, mais qui va. Moi, je n'en ai pas été moi-même victime, mais par exemple, les gens qui vont grandir en manquant un de leurs parents, l'absence que va créer ce parent-là va construire cette personne-là aussi dans sa manière d'aborder les relations, etc., etc. Et ça, c'est à l'échelle individuelle. Après, à l'échelle plus grande, quand on parle beaucoup de politique, etc., moi, je suis très réel politique, réaliste. C'est quoi ton intérêt à gagner là-dedans? Mais et les deux se confrontent, mais sont pas irréconciliables a priori, puisque c'est les individus qui prennent les décisions. Mais donc, en partant de ce postulat-là, forcément, tout ce que tu vas vivre et tout ce à quoi tu vas être exposé va t'influencer. Et que donc, tous les gens qui ont un climat, et comme c'est impossible en fait que les gens aient un climat qui soit tous le même, et que le grand vecteur égalisateur qui est censé être l'éducation nationale, quand vous êtes dans des états de droit, c'est-à-dire toutes les démocraties du monde sauf les États-Unis, Système d'éducation publique. L'école n'y arrive pas, ne fonctionne pas et ne crée pas ça. Et que le terme privilège, je l'aime pas, mais en même temps, je suis un peu obligé d'être d'accord avec lui, parce que c'est une forme de privilège d'avoir accès, ne serait-ce que par exemple à un foyer qui est stable, d'avoir accès à... Mais c'est pas un privilège que tu recherches par contre, et puis ça, après, c'est peut-être l'objet d'un autre podcast, les privilèges, mais voilà, le fait que dans ta ville, tu as eu du bol, tu as toutes tes bibliothèques qui sont ouvertes de 7h à 23h, donc tu peux y aller, tu vois. Ouais. Le fait que tu pas des infrastructures pourries dans tes écoles pour X raisons, tu vois. Et en fait, c'est plein de facteurs que tu contrôles pas, mais si on en revient au point même, pour moi, tu n'arrives jamais... Déjà, les gens qui se font tout seuls, ça n'existe pas. Et si vous ne me croyez pas, c'est une idée qui traîne depuis super longtemps. Lisez juste les 5 premières lignes de Pensée pour moi-même de Marc Aurèle. Empereur romain, première phrase, c'est « Je remercie ma mère de m'avoir éduqué, mon père d'avoir été là », parce que même lui, il est conscient qu'en étant l'homme le plus puissant du monde de l'Antiquité, il s'est pas fait tout seul. Donc, plein d'idées que j'apporte sur la table, mais globalement, non, ça n'existe pas, et on est la somme de tout ça. Alors, peut-être plus... Très long close-up sur moi. Comment ? Très long close-up sur moi. Ouais, non, mais peut-être c'est intéressant parce que
Juste peut-être autre question pour vraiment comprendre, parce que c'est important quand même sur ce genre de sujets qui sont des sujets d'idées, hein, donc on est sur du haut vol. Non mais c'est vrai, là on n'est pas sur c'est très difficile de caractérialiser beaucoup ce genre de concept. Et souvent ces idées-là, elles évoluent beaucoup. Voilà. Quand tu discutes avec les gens, c'est pour ça qu'on fait aussi ces podcasts, c'est pour ça qu'aussi on est autant amis dans la vraie vie. C'est ça. C'est parce qu'on a cet aspect de discuter et tout, parce que tu vas lire des livres, tu vas penser et tout, mais en vrai, discuter, ça fait évoluer quand même pas mal la pensée. Mais est-ce que pour toi la méritocratie n'existe pas parce que, comment dire, il y a deux concepts. Il y a le fait que le concept en lui-même soit faux, biaisé et alors après, bien ou mal, ça c'est une autre question encore. Là. La moralité est une affaire séparée. Ou qu'en réalité, il n'est pas appliqué / applicable / souhaité. Je pense qu'il n'est pas appliqué. Je pense qu'il est possible, mais il n'est pas appliqué et il n'est pas applicable en démocratie. D'accord. Okay. Parce que, je vais te donner un exemple. Par exemple, l'éducation, il faudrait la rendre obligatoire pour tout le monde. Donc interdire, et la même pour tout le monde. Donc il faudrait interdire les collèges privés. Par définition, si on veut que tout le monde ait la même chance, il faut que tout le monde aille au même endroit. Tu t'enlèverais la liberté de choix aux parents? Si on veut vraiment, pas moi, mais si on veut vraiment avoir une éducation qui est la même pour tout le monde, qui est le moment, qui est parmi un des plus gros centres de socialisation et de création de l'être humain, de sa pensée et de ses trucs, c'est en supprimant le collège privé, les collèges et lycées privés, que tout le monde ait accès à la même éducation, et qu'elle soit la même partout. Alors on frôle mais là, le communisme. Mais là, tu nivelles par le bas. Hein. Là, tu nivelles par le bas parce que non. Ceux qui ont accès justement à une, entre guillemets, meilleure éducation, ils ont les connaissances de base, plus de l'initiation à la religion pour certains, à la technologie pour d'autres, au commerce, enfin à l'économie, etc. pour certains, mais ils ont la même chose que l'école publique. On parle encore une fois de haut vol. Est-ce que l'école publique fait le minimum, etc. Ça, c'est une autre question. Mais si tu annules la tranche supérieure, donc la base plus ce qu'il y a, tu nivelles par le bas en disant à ceux qui ont des moyens, non, vous allez avoir strictement pareil que ceux qui n'ont rien. Bah, c'est ça le principe de la méritocratie, c'est-à-dire que l'intérêt, c'est pas justement de prendre ceux qui sont en bas et de les monter? Ah, mais on s'en fout dans quel sens ça. Il faut que tout le monde c'est important. Non. C'est ton choix de société derrière aussi. Oui, mais je me suis mal exprimé peut-être dans le sens que il faut que tout le monde ait la même chose. Mais idéalement, il faudrait que ça soit ce qui est le mieux qui existe, tu vois. Mais il faudrait que c'est ça, le privé n'existe pas dans le sens que si on part du postulat que le privé est mieux que le public, par exemple, on va prendre cette idée-là, il faudrait que le public supprime le privé et se mette au niveau du privé, par exemple, ou que le privé... mais l'existence du privé enlève rien au public. Mais si, parce que tu laisses le choix aux gens d'aller dans des meilleures écoles et on sait que dès que tu mets des incitatifs financiers ou dès que tu mets... Déjà, tu as les incitatifs financiers qui fait que tu vas risquer d'avoir des meilleurs professeurs, des meilleures choses, etc., des meilleures infrastructures, etc., qui vont créer une compétition après entre ces établissements-là privés. Oui, mais derrière, les parents, mettons, tu fais que du public, les parents, ils vont te prendre des profs particuliers, ils vont te prendre du tutorat. Mais il faudrait l'interdire aussi. C'est, en fait, pour moi, à terme, il faudrait que l'école, par exemple, pas pour moi, c'est pas vraiment... C'est pas... Non, mais on refait le monde, oui, c'est pour toi. Oui, voilà, on refait le monde. C'est l'idée de dire que En fait, il faut que quand tu rentres chez toi, que tu vives dans un HLM ou dans une maison, quand tu es à l'école, tu as les mêmes infrastructures. Ouais, mais là, c'est pareil. Pourquoi tu aurais une maison s'il y en a qui peuvent juste habiter en HLM? Ça, après, c'est l'étape où je suis biaisé, et c'est pour ça qu'on réfléchit à voix haute. Au niveau de la structure, le troisième cercle là, de Bourdieu, là, parce que tu as l'école, la société et tes parents, là, enfin tes parents, l'école et la société. Au niveau de tes parents, de ton cercle de socialisation, je sais pas comment le rendre équitable sans vivre dans une dictature, littéralement. Et au-delà du système politique, d'un égalitarisme total. Oui, où les gens ils auraient les mêmes frigos, les mêmes trucs et tout là. Et là pour le coup. Et à ce moment-là, t'as pas de méritocratie parce que ta méritocratie, elle se base sur un système pyramidal. Bah techniquement. Elle se base sur le fait que ceux qui atteindront les sommets seront ceux qui auront travaillé le plus. Ça dépend ce que tu définis. Non, parce que la méritocratie, oui, tu peux l'atteindre, tu peux la concevoir comme ça, ou alors tu peux la concevoir que tu as un réel choix c'est-à-dire que dans ton choix que tu vas faire de carrière, tu n'auras pas été biaisé parce que tu n'as pas eu assez d'argent, ou tu n'as pas eu accès à tel prof, tu vois. Et
Ouais, mais c'est là où... C'est-à-dire que Regarde. si tu veux être grand fonctionnaire et que tu travailles pour de vrai, déjà tu mets juste ton travail, tu vas y arriver. Si par contre tu voulais être éboueur, parce que ça t'a toujours fait kiffer, tu voulais travailler au grand air dans les villes, et voilà, et ça te fait kiffer, et tu trouves que c'est un bien je sais pas, essentiel. les heures te conviennent et tout, et bah t'auras eu le choix. C'est-à-dire que t'es vraiment dans un véritable choix personnel de dire si j'avais voulu, techniquement j'aurais pu faire autre chose, mais je l'ai choisi. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Tu choisis pas ce que tu fais. T'es porté et t'espères que les conditions font en sorte que ça t'ira bien. Et les parents font des stratégies pour que leurs enfants Mais c'est ça, tu vois. Ils espèrent le mieux, tu vois, mais c'est pas accessible à tout le monde. Moi, c'est là où je pense qu'il y a une petite différence, c'est-à-dire que donc, pour moi, la méritocratie, donc toi, tu te basais sur le constructivisme, moi, je me base sur le déterminisme. Je pense que on n'est pas tous faits pour être président de la République, on n'est pas tous faits pour être éboueur, on n'est pas tous faits pour être à la poste ou être charcutier. Je pense que notre classe sociale où on est nous définit énormément, que c'est quelque chose qui va créer de la reproduction de classe, que c'est quelque chose qui va créer justement une non-mixité structurelle qui fait que tu es issu d'une famille d'aristocrates. Il est très 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 peu probable que en dehors des choix individuels que tu peux faire de juste niquer ta vie, tu finisses sous les ponts à droguer, mettons. Je prends les grandes lignes. Donc, de par cette manière de faire les choses, la méritocratie s'insère comme un défi de dépasser ce système. Ouais, mais et c'est pour ça du coup. Maintenant, justement, c'est pour ça que j'ai créé pendant que tu parlais que finalement, le constructivisme est beaucoup plus méritocratique pour moi que le déterminisme, parce que pour la pensée constructiviste, comme tous tes éléments de puzzle devraient être à ta portée, ou en tout cas dans un monde idéal de constructivisme, seraient à ta portée et pourraient te bâtir en tant qu'éboueur tout autant qu'en tant que président de la République ou chef de la commission sur la santé épidémiologique d'une bactérie très particulière, ça aurait été la somme de choix individuels qui auront fait que tu t'insères là-dedans. Là où pour moi, tu as un défi structurel qui est les classes sociales, qui sont donc de la reproduction, etc. Et en fait, la méritocratie est une espèce de lance qui est portée au cœur de cette reproduction de classe, dans le sens de dire, tu as beau être fils d'agriculteur, fils de politicien ou fils d'industriel, il y a un grand truc qui va vous séparer tous vos choix de vie. Ça va être à quel point, quand ce sera le moment de le faire, parce que c'est vrai que c'est pas 6 ans que tu vas... Non, voilà. bien sûr. Quand tu as 16 ans, 18 ans ou 20 ans, etc., et puis on parlera après des études, tu auras moyen de te sortir les doigts du nez, pour être poli, et faire quelque chose de ta vie, avoir un impact. Je parle pas faire des politiques publiques, je parle dans la vie de tous les jours, donc travailler. Eh bien, c'est là où on va voir la différence entre les gens. Mais ça n'arrive pas, ça n'arrive jamais. Non, on parle de l'idée de la méritocratie dans le sens que tu prends une famille d'agriculteurs. Eh bien, le gars, en étant à l'école et en apprenant à lire, à écrire, à compter et à être le meilleur de sa classe et à réussir à dépasser, au final, les connaissances, souvent d'ailleurs, on le voit dans les familles d'immigrés, les connaissances en français ou des choses comme ça de la génération précédente, il va se hisser au sommet. Et moi, je le vois, je prends toujours l'exemple dans ma famille où il y a 3-4 générations, on était des paysans corses, tu vois. Et d'autres parties de ma famille étaient des riches industriels dans les colonies. Et au moment de la décolonisation, ils ont tout perdu, tout. Ils sont revenus à zéro. Et aujourd'hui, je me retrouve bac+5 à Montréal à essayer de briguer les plus grandes institutions publiques, tu vois. Est-ce que je vais y arriver? Ça, c'est un autre défi. Mais on a réussi parce que, en partie, il y a eu énormément de volonté, de travail, etc., dans une certaine partie de la famille, de se hisser du plus bas au plus haut, notamment à travers l'armée. Et dans une autre, il y a eu de la reproduction de classe qui a permis de stabiliser, d'avoir un espèce de coussin pour beaucoup de générations par la suite. Et c'est pour ça que je prends l'armée souvent, c'est que l'idée de l'armée napoléonienne, c'était justement cette idée de méritocratie. C'est que Murat, fils d'aubergiste, a finalement réussi à être un maréchal et un roi de Naples. Dans sa cour, oui, c'est ça, il y avait...
C'est ça. T'avais que Beaucoup Colin de Court gens qui était issus, vraiment marquis. Du Mais peuple. c'est ça, Enfin, de du tiers vrais, état, du coup. voilà, de vrais aristocrates dans un État qui était très militaire, hein, très autocratique, Oui, etc. mais tu vois, c'est ça. C'est que la méritocratie, là où j'ai raison, c'est que c'est pas applicable pour moi en démocratie. Parce qu'il Alors, a c'est dû ça, voilà. imposer. Cœur de notre sujet. Si on en revient au truc que Napoléon, on s'accorde à dire qu'il a créé un semblant de méritocratie, bah déjà oui, parce que déjà il a établi par exemple le code civil qui fait en sorte que tous les citoyens sont jugés de la même manière, qui contribue à la méritocratie par exemple. Et bah c'était quand même un empire militaire quoi dans l'absolu. On n'était pas dans un système très démocratique, même ce qu'il y a de moins démocratique. Tu vois, il a tout imposé par la force. Et il a rendu tout le monde sur un pied d'égalité. Aujourd'hui, il serait peut-être taxé de communiste, on ne sait pas, mais l'idée de dire, bah, par exemple, maintenant, on va tous avoir la même heure, on va parler la même langue, et je vais vous briser en deux ceux qui ne seront pas d'accord avec moi. Voilà, c'est très dictatorial, quoi, comme manière de dire c'est comme ça et pas autrement. Alors moi, j'attaquerais peut-être pas la démocratie, qui est un système de représentation, mais beaucoup plus le système économique. Le système économique capitaliste qui n'a aucun intérêt à faire sortir les gens de leur classe sociale. Bah oui et non, parce que ça crée l'innovation. Oui, mais en quoi l'innovation te permet de changer ta classe sociale? Ah non, mais parce que le capitalisme, un des seuls trucs bien qu'il y a dans ce truc-là, et c'est pas un truc en mode le capitalisme c'est génial, mais un des trucs qui fonctionne un peu avec ça, c'est qu'a priori ça permet de créer de l'innovation. Donc ça permet de créer, je sais pas, bah, typiquement, un truc comme OpenIA, là, le truc qui fait ChatGPT, très compliqué à faire dans un système qui n'est pas capitaliste, tu vois. Qu'un petit acteur arrive à challenger les plus grands mégalopoles. Donc, ils ont tout intérêt à aller chercher des gens qui vont être les facteurs X, qui vont renverser la table. Parce que le tout, c'est d'être avec eux au moment où ils renversent la table. Parce que la table, inévitablement, va être renversée. Et que donc, aller chercher des gens qui sont à l'extérieur de ta classe, au contraire, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils construisent un peu leur argumentaire de dire n'importe qui peut y arriver, tu vois. Mais dans la vraie vie, c'est faux. C'est pour ça que j'y crois pas non plus. Parce que tu prends tous les PDG de n'importe quoi, c'est tous des gens qui avaient soit de la thune au départ, soit des conditions de dingue. Il n'y en a pas un qui n'avait pas énormément d'argent ou les bons contacts. Et qui sont parmi du coup le truc pour te biaiser le plus là pour réussir, tu vois. Mais c'est ça, c'est ce que je dis, c'est que c'est un manque de fluidité entre les classes sociales. Mais donc du coup, le constructivisme est encore moins applicable. Parce qu'en réalité, t'as beau essayer d'avoir toutes les pièces du puzzle, elles sont pas dans ta poche. Les pièces du puzzle, elles sont, je suis désolé mon enfant, mais papa et maman, ils vont revenir à 21h ce soir parce qu'ils ont 2 boulots. Et tu vas rentrer tout seul à pied de l'école parce que c'est comme ça. Et oui, on n'aura pas le support familial pour t'aider à faire tes devoirs. Et on n'aura pas le... Voilà. Et en fait... Moi, c'est là, justement, c'est à ce moment-là que l'État rentre en chaîne, dans le truc pour dire on remet les cartes sur table pour tout le monde. Et oui, mais est-ce que c'est... Parce que t'as pas besoin de rentrer à 21h. Si jamais papa et maman ils sont pas disponibles, il y a un service de soir pour que tu puisses manger. Si tu veux aller rester à la bibliothèque, tu peux. Si tu veux, je sais pas, après, tu peux créer aussi des semi-internats où les gens qui n'ont pas réellement de foyer stable ou qui n'ont pas les infrastructures chez eux pour pouvoir rester à l'école et travailler, etc. Et tu crées toutes les conditions pour que les gens y arrivent. Après, comme on n'est pas dans un état, on veut rester dans un état démocratique, les gens ils choisissent s'ils veulent ou pas. Et c'est leur problème après. Et c'est à ce moment-là où je te rejoins un peu sur la lutte de classe. C'est-à-dire que probablement que le mec qui vient de tel ou tel endroit, que ce soit un mec des quartiers ou un mec de la haute bourgeoisie, il voudra être reconnu par ses pairs. Donc si ses pairs, ils rentrent, ils vont à la villa, à la Baule, et s'ils vont au quartier chez eux, il fera probablement la même chose. Mais tu pourras créer des vraies élites et des vrais gens qui sont sortis de nulle part. Et quand tu auras ces modèles-là, parce qu'on n'a pas de modèle aussi, c'est pour ça que la méritocratie, elle fonctionne pas, parce qu'on n'a pas de vrai modèle où on a vraiment de gars qui s'est dit je vais tout niquer et je ne suis quand ni même. C'est juste qu'on les met pas en avant. Non, mais je veux dire, dans le système, tu vois plein d'avocats qui sont aujourd'hui issus des quartiers à la base. Tu vois plein de chefs d'entreprise qui, pareil, sont des deuxièmes familles d'immigrants. Aux États-Unis, c'en est plein. C'est tout le rêve américain là que. Oui, mais c'était le rêve américain, c'était il y a 100 ans. Ouais, mais aujourd'hui c'est plus le cas. Bah regarde en France. Regarde en France. Quand
quand on parle d'avocat, quand on parle Non, mais c'est de il chef faudra des d'entreprise. symboles comme Bernard Arnault est un symbole de l'industrie française, tu vois. Aujourd'hui, on n'a pas de personne où on se dit ah, cette personne-là, elle est vraiment partie de rien et tu vois, et les seuls qu'on connaît et qui vont venir à l'esprit, c'est encore une fois Bernard Tapie. Bah voilà. Mais Tapie, c'était un escroc. C'est un escroc parce qu'il a choisi de l'être. Quand je dis escroc, c'est un peu pour provoquer, mais tu vois ce que je veux dire, Oui, c'est de dire que c'est un mec qui justement a pas joué les règles du jeu, qui a essayé de les déformer, qui s'est enrichi, qui a marché sur des milliers de gens pour y arriver. C'est pas forcément un modèle, une boussole à suivre, tu vois, où par exemple tu vas avoir des gens, bon ça se trouve Zuckerberg, on va se rendre compte que c'est un lézard, mais a priori Zuckerberg c'est un bon gars, Steve Jobs c'est un bon gars aussi à la base, tu vois. C'était des gens qui étaient anti-système mais en même temps très système. Bah voilà, je te prends Steve Jobs, tout pareil. Le gars, il commence dans un garage. Mais Steve Jobs, il avait de la thune, ses parents lui ont donné de l'argent. Pas pour commencer. Non, les premiers investissements, ils sont venus de l'extérieur. Lui, il a pas eu d'investissement interne qui lui ont permis de démarrer. Je vais fact-checker cette histoire après sur Steve Jobs, mais c'est que parce que j'ai pas. Autant Elon Musk, oui. Elon Musk, là-dessus, il y a avait des aucun mines de problème. diamants, son Voilà. père. Comment il s'appelle l'autre? Il avait la vente de PayPal surtout. Au-delà des mines de diamants, ça Non, mais surtout, il était la vente de PayPal on qui s'en lui a fout permis parce de. que ses parents lui ont donné de l'argent pour faire PayPal. Tu vis pas dans un garage. Oui, non, comme mais ça, ce que je veux dire, c'est qu'il a eu l'argent. Ah oui, après il a En fait, su c'est le la vente de réinvestir. PayPal qui a réussi à faire les à investissements propulser- nécessaires. Oui, Voilà. mais à la base, il avait énormément de capital à pouvoir cramer. Pour se rendre jusqu'à PayPal. Pour Ouais. se rendre jusqu'à PayPal. Mais c'est ça. Est-ce Comment que il finalement, c'est pas l'idée de vouloir aspirer à cette meilleure méritocratie qui devrait, et alors là, pardon, on entre dans un débat gauche-droite, mais encore une fois, je parle pas de France Insoumise, je parle pas de socialistes, je parle pas d'écolo, je parle pas de LR, je parle pas de LREM, RN, etc. Est-ce que la gauche en tant qu'idée, la gauche en tant qu'idéologie, devrait pas finalement s'approprier ce message qui est d'origine de droite finalement, de méritocratie, dans le sens qu'il faut dire, mais le manque de méritocratie a créé la situation dans laquelle on est aujourd'hui, où finalement tu es caractérisé par ton milieu social, et des ça, fois même c'est- par ton sexe, enfin par ton genre, J'allais dire une par phrase de. ton origine raciale, et des choses comme ça. J'allais dire c'est ma gauche à moi. Moi j'allais dire idéalement oui, parce que idéalement justement la gauche, moi au sens que je l'entends et celle pour laquelle j'aimerais me revendiquer un terme politiquement si un jour elle existe pour de vrai, c'est une gauche qui va te dire on s'en fout d'où tu viennes, on va mettre tout en place pour que tu y arrives. Tu veux être chirurgien, c'est ton rêve. Mais c'est parce quoi que qui change entre deux personnes? Est-ce que c'est juste le fait de le vouloir, ou est-ce que tu vas mesurer l'effort? Non, c'est parce que tu auras vraiment les infrastructures et la capacité d'y arriver. Parce que quand tu prendras les top 10 des chirurgiens, ça sera pas des fils d'eux. Parce que tu te diras, ah bah en fait si c'est possible, ça existe. Parce qu'on parle de la France et du Québec, c'est principalement. Parce que bien évidemment, si vous allez en Égypte, les chirurgiens ils sont égyptiens, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, t'es fils d'immigrés, deuxième ou première génération, on s'en fout. Et tu te dis, bah moi un jour j'aimerais bien être chirurgien parce que pour X raisons, parce que je trouve ça cool. Et ben je vais essayer d'y arriver, et puis tu te rends compte que t'es le seul personne racisée ou quelque chose dans l'amphithéâtre où vous êtes deux, et parce que t'es le seul à t'être rendu jusque là et t'y arriveras pas forcément au bout, ou alors ça t'aura tout coûté, et c'est possible. Mais le truc c'est que souvent la méritocratie de droite par exemple, elle va se réfugier derrière l'idée de l'exceptionnalisme en disant oui mais regardez on a Yacine qui a réussi là, donc c'est bon, on en a un, donc c'est que notre méritocratie elle fonctionne, tu vois. Là où pour moi ma gauche ne s'arrêtera pas à 3 exemples. Elle ira au bout du truc et elle rendra possible l'idée que si tu as vraiment envie, tu pourras y arriver. Et après, la répercussion problématique que je peux voir, c'est oui, si tu n'y arrives vraiment pas, du coup, qu'est-ce qui va se passer, tu vois, psychologiquement. Mais ça, après, c'est une autre truc. Pour moi, la méritocratie de droite, elle est malhonnête. Mais ça dépend comment tu la caractérises, parce que tu vois, par exemple, moi j'entends beaucoup avoir les infrastructures, avoir les opportunités, etc. Si je reconnais qu'il y a une partie qui est imputable à la situation générale, c'est-à-dire que littéralement, si ton école, elle tient pas debout et qu'elle risque de s'effondrer demain, ah bah c'est sûr que tu vas pas pouvoir mettre l'effort nécessaire. Mais une fois qu'on a quelque chose qui est, parce que bon, on met et à juste titre de l'avant les écoles qui sont pas droites, il y a la plupart des écoles quand même qui tiennent debout. Moi, ce que je vois, et alors là, on est beaucoup plus dans le ressenti, mais encore une fois, on est au niveau au vol là, dans tout ce qu'on dit. C'est la dose d'effort que chacun est prêt à mettre pour atteindre les objectifs qu'il se donne. Et même,
j'irai plus loin, je dirais qu'il y en a certains qui ont juste que très peu d'ambition. Très peu d'objectifs, mais il y en a beaucoup qui vont venir dire « Ah ben regarde, je veux faire ça, mais c'est trop dur. » Ou « oui, mais tu comprends, etc. J'aime bien rentrer chez moi et avoir toute ma soirée et puis faire ceci ou cela. » Et au final, même pas forcément blâmer les gens autour, mais juste se dire que il y a des facteurs externes et que c'est loin de ma portée. Et ça vient me toucher parce que moi, je vois qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup, et évidemment, c'est dur d'en pointer un, et comme tu le dis, c'est peut-être pas forcément bon pour le débat de dire, ah, mais regarde, telle personne a réussi alors qu'elle vient de nulle part, oui, mais regarde, il y en a qui ont mis l'effort, mais qui n'ont pas réussi. C'est pas bon de se référer sur des exemples dans un cas comme dans l'autre, mais on voit aussi que ceux qui mettent beaucoup d'efforts malgré peu de moyens peuvent outrepasser des barrières qui sont énormes et réussir à faire avancer les choses à un niveau qui est incroyable. Et c'est un peu le sens de l'histoire. Le féminisme, la lutte antiraciale, antiracisme, etc. C'est des gens qui sont allés casser le plafond de verre malgré les moyens structurels ou politiques qui étaient mis en place contre eux, afin de dire non à l'establishment, on va plus loin. Et on est capable de le faire parce que on est prêt à se battre bec et ongle pour ça. Et moi, je pense que c'est ça que je veux valoriser. C'est celui qui, à armes égales, a été capable de donner l'effort supplémentaire que d'autres n'ont pas eu. Et c'est là où c'est un peu dommage parce que les petits... Alors là, je vais faire de la caractérisation. Désolé si ça vous inclut, c'est pas une attaque. Mais les petits Parisiens du 16e qui se retrouvent à chouiner parce qu'ils n'ont pas ceci ou pas cela, et que derrière, tu vois qu'il y a les gars des campagnes ou les gars des banlieues qui ont dû bûcher 2 fois plus pour en arriver là où ils sont au même poste. Mais moi, je valorise bien plus à poste égal celui qui a dû bûcher mais comme un taré que celui qui, grosso modo, a suivi la filière mais en fait, c'est marrant classique. Parce que ce que tu dis, c'est que, comment je le ressens, c'est que tu dis que dans tous les cas, si on met tout le monde au même niveau, on va forcément niveler vers le bas. Mais moi, je suis pas forcément d'accord dans le sens qu'on peut créer une culture alors là, ça va faire très Startup Nation, culture de la réussite, dans le sens que, en ayant des modèles qui soient valorisés et valorisants, en ayant des exemples, en s'avançant tous, en se disant, en vrai, c'est quand même mieux qu'on ait des chirurgiens qui savent faire quelque chose que plutôt des mauvaises choses, et qu'on mette de l'avant ces gens-là et ces réussites-là, on va aspirer à quelque chose de mieux. C'est pour ça que le rêve américain est aussi fort aussi. Une société est capable de se construire autour de l'idée on veut tous sortir de notre condition. Et que je pense que si on met tout le monde au même niveau parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent, et je cherche pas à trouver des excuses, mais pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas la culture de la réussite. Sincèrement, genre... Alors là, je te rejoins totalement. Ils se disent pas, putain, ça va être génial quand je vais réussir, etc. Et généralement, tous ceux qui réussissent en France, ce sont des gens qui l'ont voulu. Et ce sont des gens qui ont vraiment voulu le truc. Mais, donc déjà, ça c'est le premier point, que je pense que ça vient avec, tu vois. Et comme elle n'est pas globalisée, il y a plein de gens qui abandonnent en se disant, c'est pas possible. Et après, le deuxième, c'est justement que t'as pas l'impression que c'est vraiment possible. T'as pas l'impression que c'est vraiment accessible. Et que, parce que t'as pas d'exemple, t'as pas de changement. Alors tu vois, par exemple, on le voit, les femmes en politique se sont drastiquement beaucoup plus engagées depuis qu'il y a beaucoup de femmes en politique. Oui, mais à la base, c'est parce que ça a créé des enjeux. Mais moi, je suis pas non plus dans l'idée de me dire tout doit passer par la révolution. On peut faire des changements qui sont un peu plus structurels, bien sûr. démocratiques, et on n'est pas obligé d'avoir, comme on a eu les suffragettes, comme on a eu les Olympe, comme on a eu des gens des femmes qui ont donné de leur vie pour qu'aujourd'hui, elles aient des droits, tu vois, celles qui vivent dans notre société, tu vois. Je peux être en mode aussi, on peut faire des réformes structurantes où on va essayer de faire quelque chose, tu vois. Et on sait, malgré tout, et puis là, on pourra peut-être je pourrais peut-être me faire insulter de woke, etc. Mais on sait que plus t'as de modèles, plus les gens après croient aussi aux produits auxquels ils veulent aspirer. Plus t'as de gens qui vont représenter... Il y a une raison pour laquelle, globalement, tous les grands footballeurs, ils viennent de citer, parce que tu sais, au bout d'un moment, c'est un truc qui se mord aussi. Tu vois, c'est que c'était un sport qui était facilement accessible. Les plus grands footballeurs venaient de ces quartiers-là. C'est ce que je te dis, moi, il y a un déterminisme qui est énorme. Représentés. Oui, mais si t'en as partout, ton déterminisme, il s'écrase. Parce que si t'as un président ou un premier ministre issu de la diversité ou n'importe quoi, tu peux pas dire, de toute façon, au pire, tu seras footballeur, c'est ça le max que tu peux taper. Bah non, tu peux dire, le max que je peux taper, c'est tout moi ce que je vais me mettre comme limite, tu vois. Et après,
là où je te rejoins, enfin là où je pense que j'ai pas été clair, c'est sur le fait de après dire que mais si les gens ils ont pas envie, on va pas les forcer non plus. Le tout c'est qu'ils aient le choix et après ils pourront plus rager entre guillemets de dire je peux pas faire ça. Oui mais si tu veux le faire, regarde j'ai 14 exemples derrière moi pour te montrer que t'avais voulu, t'aurais pu le faire. Non mais je suis d'accord, mais ça part justement comme tu disais d'une culture qui à l'origine est bonne. Et on parlait d'éducation précédemment et je donnais l'exemple. Plus t'auras de modèles, plus t'auras la culture. Et ouais non, moi je pense que tu mets la culture de base. Non mais parce que ça s'auto-alimente au bout d'un moment. Oui c'est sûr, mais il faut que cette culture elle soit portée dès le berceau. Et le problème c'est que moi je le vois, j'ai déjà donné cette anecdote. Parce que peu importe normalement ton premier cercle de socialisation qui sont tes parents, à l'école tu vas te rendre compte que la vraie vie c'est pas ça. Ouais mais tu sors de il faut qu'à l'école on te pousse déjà. Alors sans encore une fois dériver sur la politique française ou quoi que ce soit, mais les classes de niveau qui est souvent une question qui est amenée, etc. Moi je suis totalement favorable à ça pour plusieurs raisons. Parce que moi, étant dans les bons à l'école, on s'est jamais occupé de moi, jamais. Alors là c'était tu restes au fond de la classe et tu nous saoules à lever trop la main, donc on va juste t'ignorer. Donc évidemment je parlais à mes voisins de classe, puis du coup je me faisais punir. Donc vraiment c'était ennuyant à mourir l'école, et c'est pas du tout un flex, hein, c'est juste que j'aurais pu aller beaucoup plus loin, en apprendre beaucoup plus pendant ce temps-là, où j'étais finalement limité par la classe. Mais au-delà de ça, est-ce que les cancres qu'on mettait, parce qu'on me mettait évidemment à côté du cancre pour que je fasse le boulot du prof. Niveau, oui. Voilà, donc déjà je bossais pour le prof, c'est génial. Est-ce que j'étais en mesure d'apporter vraiment l'attention? Ça a déjà marché ce truc. Mais je pense vraiment pas, et c'est ça que je trouve vraiment nul. C'est vraiment dans toutes les c'est écoles, que ça. Le cancre, il avait pas l'attention qui était vraiment nécessaire, pédagogique et entre guillemets scientifique, dans le sens vraiment la pédagogie, c'est-à-dire il y a une manière d'aborder pour les élèves qui ont du mal, ou peut-être des fois il y avait peut-être des troubles de l'attention, des troubles des trucs comme ça. T'es un élève, t'as 8 ans, t'es aucunement habilité à aider cette personne. Toi, ça te fait chier, tu peux ne pas t'entretenir bien avec cette personne peut être une mauvaise influence pour toi. Je veux dire, ça n'aide personne, tout ça pour un niveau moyen qu'il fallait amener d'un point A à un point B. Mais tu vois, le truc des niveaux de classe, c'est que si l'infrastructure de l'école, elle est la même pour tout le monde, moi, je pourrais être tendance à être favorable à ça, parce que justement, t'auras envie d'aller dans la classe supérieure. Mais voilà. Parce que tu sais que ça sera le mieux. C'est comme l'idée, ça sera la même idée que les gens pourquoi quand vous faites des études, vous avez envie d'aller taper dans les meilleures universités. Vous voulez vous retrouver à Harvard, ça n'arrive pas, mais tu sais, ton rêve, ça serait de dire, moi, je vais avoir telle université, c'est la meilleure dans le domaine. Idéalement, il faudrait que ce sentiment-là, il se crée pas à partir du collège. Parce qu'au primaire, pour moi, le primaire, ça devrait rester l'endroit où on acquiert tous les mêmes bases, justement. Ouais. L'écriture, compter, etc. Et à partir de là, on start... Parce que là aussi, tu te crées un esprit aussi de ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, etc. La base, il faut pour tout le monde. Mais il faut pas limiter les gens qui ont déjà la base. Oui, mais la base, tu l'as... La base... Après, je suis pas... La base, le problème, c'est que déjà, on l'a pas. Tu regardes dans les classements, il y en a qui arrivent à 15 ans, ils savent pas lire, pas écrire, pas compter, pas s'exprimer à l'oral. Waouh, bonne chance pour t'insérer après dans la société. Dans le monde idéal, j'avoue, je ne sais pas ce que je ferais avec les élèves qui sont surdoués dès le plus jeune âge. Mais c'est au-delà du surdoué. Non, mais ceux qui ont, je sais pas, je suis pas d'enfant, donc je sais pas comment ça fonctionne. Mais quand t'as 5 ans, je pense c'est là où t'apprends à écrire, peut-être. 6 ans. 6 ans, ouais. Voilà. Si t'as un gamin, il a 4 ans, il sait déjà écrire, par exemple. Là, dans mon réflexion à haute voix, j'avoue, je sais pas qu'est-ce qu'on en fait. Parce que si tu commences à le mettre dans des meilleures classes, tu reproduis les conditions des parents qui vont apprendre à leurs enfants à écrire plus vite parce que eux-mêmes l'auront appris plus vite. C'est ça. Et donc tu recrées même si tu fais des classes à niveau, après tu recrées l'idée de actuellement on te fait sauter sauter une classe. Il y aura que des gens qui sauront écrire entre eux et à la fin, tu recrées les conditions du mec qui sur la ligne de départ, il a de l'avance parce qu'il avait des parents qui savaient lire et écrire. Et oui, mais le problème c'est que regarde, il faut bien commencer à un moment. Parce que tu vois par exemple, mais le collège au c'est plus favorable. C'est ça, mais je suis arrivé au CP, je savais déjà lire, écrire et plus ou moins compter. Je connaissais pas mes tables de multiplication, c'était à peu près tout. Parce que tout l'été, mes parents me faisaient faire des cahiers de vacances. Tout l'été, c'était vraiment pas drôle. Mais on avait 1 heure par jour, ça va, c'est pas non plus... Voilà. Et ils prenaient le niveau de la fin du CP, par exemple, quand j'étais en grande maternelle. Tu vois, genre entre le grande maternelle et le CP, ils prenaient le cahier d'après. Donc, c'était très demandant, honnêtement. Je passais pas un bon moment. Mais j'arrivais chaque année préparé. Et après... Mais tu vois, t'es privilégié dans le sens que tes parents, ils en ont quelque chose à foutre de ton éducation. Et ils avaient le temps. Ils avaient la ressource, etc. Ils avaient la ressource, etc. T'as plein de parents qui ne fonctionnent pas ça. Donc, pour moi,
faudrait peut-être que, en tout cas au CP, t'aurais peut-être dû prendre ton mal en patience Ah, mais j'ai fait que ça. pour aussi J'ai fait que ça, mais le problème, c'est que derrière. développer tes skills sociales aussi. Ouais, mais Sociaux, mais- socialement, moi, du coup, du coup, je parle à tout le monde. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que le problème de tout ça, ça a été que j'ai pas pu aller plus loin. Et quelle est la seule solution qu'on trouve pour ces élèves, sauter généralement, des c'est le classes. sauter des classes. Et on sait le problème que ça fait. La plupart du temps, tu te retrouves à être le plus jeune, à un âge où te fais- un an de différence, ça te fait un monde de différence. Souvent, Tu te t'es fais l'outsider, martyriser. c'est ça, donc tu te fais taper, etc. Donc, Harcelé, c'est le mot que je cherchais. ouais, je comprends taper. Donc à la fin, c'est pas forcément une solution, c'est un peu une fuite en avant de faire sauter la puis le classe prof d'un élève. se désintéresse de toi aussi, etc. Non, Et non, tu saoules les profs finalement à avoir un bon niveau, parce que moi, on m'a littéralement sorti le truc, tu viens de telle ville de campagne, on n'a jamais vu un diplomate sortir de cette ville, donc maintenant tu arrêtes de lever la main et tu fais comme tout le monde. Donc en gros, tais-toi et reste dans ton coin. Oui, mais c'est non, mais ça c'est pas. Et ça, c'est vraiment pas une mentalité vraie- que tu Non, peux donner absolument à des pas. enfants. Mais justement, parce qu'en changeant aussi un peu la culture, les profs aussi vont se dire ah oui, mais c'est pas parce qu'il y a pas de diplomate de là-bas qu'il va pouvoir peut-être pas y arriver, tu vois. Parce que du coup, Moi, je serais prof, j'aurais voulu faire partie de ce mouvement et puis de me dire, ah ouais, bah comme ça, quand il sera grand, il se dira que c'est grâce à moi. Non, puis en plus, la majorité des profs, ils vont prendre toujours les mauvais exemples, mais la plupart, ils ont à cœur quand même les élèves, en tout cas leur métier à minima ou leur matière qu'ils enseignent, tu vois. Mais il y a un peu un truc de, voilà, il faudrait vraiment qu'il y ait ça. Et surtout parce qu'en fait, ça sert à rien de mettre de l'argent, des infrastructures, dans des endroits où les gens ne s'y intéresseront pas parce que c'est pas ça l'ambiance et que tu vas te faire harceler ou ça ne fonctionne pas. On n'a jamais valorisé réellement l'éducation en France. Mais on l'a valorisé au niveau étatique, mais on l'a jamais valorisé au niveau individuel, tu vois, dans le sens que comme c'est pas une méritocratie, comme c'est que tu te retrouves avec des mêmes gens de l'entre classe, et si on part dans les expériences personnelles, moi j'ai passé tous les concours Sciences Po, quand tu vois tous les gens qui l'ont eu, Ah on oui. n'est pas des mêmes milieux finalement. Non, mais là. Moi, mes parents, ils ont sacrifié énormément de choses pour que j'y arrive, etc. J'y suis pas arrivé parce que c'était que des gens, Sciences Po Paris particulièrement, des Qui lycées connaissait Henri le IV, directeur, ouais. des grands lycées parisiens, Mm. etc. Et d'ailleurs, quand tu prends, ils viennent tous du même endroit, excepté là où ils sont rachetés une bonne conscience en imposant des quotas en fonction de là où tu es. Oui, maintenant ça a beaucoup changé. Mais donc- mais ça c'est le meilleur exemple, ça c'est certain. Là-dessus, je suis totalement Je d'accord. suis pas rageux en mode ah j'ai raté les concours, c'est parce que je suis trop intelligent, j'aurais dû y aller. Non, je suis en mode vous prenez factuellement, toutes les grandes écoles ne sont que faites par des fils de cadres. À 75%, c'est des fils de cadres et des hauts fonctionnaires. Voilà, donc au bout Mais d'un moment. c'est là où je te prends le privé justement qui comble ce problème, parce que Oui, mais il faut y avoir accès au privé. eh ben justement, nous parmi nos frais de scolarité, donc j'ai transféré du public au privé quand j'avais 14 ans, suite à toutes les remarques, même au collège, il faut que tu arrêtes d'essayer de vouloir toujours la meilleure note, on n'a jamais vu un diplomate sortir de cette ville, etc. Je fais pas mon moi en tant que bon élève, parce que moi j'étais tout le temps avec les cancres. Alors je mets ça parce que c'est comme ça qu'on les appelait, hein. C'était à ce point-là du shaming de la personne qui n'y arrivait pas. Mais maintenant qu'on parle de troubles de l'attention, moi je suis persuadé que ces gens-là avaient énormément de ce style de problèmes qui les empêchaient de progresser. Les profs leur donnaient pas plus d'attention. Je me plains en tant que personne qui avait de la chance de pouvoir suivre, mais les personnes qui pouvaient pas suivre, elles étaient tout autant larguées que moi, parce que c'était un niveau global, puis on se contentait de ça. Le privé, quels sont les deux changements majeurs que j'ai vus? La taille de la classe? Non. Ah non. Alors la taille de la classe, c'était pareil. Par contre, premier changement, dans nos frais de scolarité, il y avait un frais qui était une espèce de frais qui servait à une bourse pour ceux qui ne pouvaient pas, pour les parents qui ne pouvaient pas payer, etc. Les frais de scolarité étaient calculés en fonction de la tranche d'imposition de tes parents. Ok. Donc, plus l'élève avait c'est des comme parents Sciences Po. fortunés, voilà, plus il contribuait, et la contribution qui était supplémentaire était reversée dans l'espèce de bourse pour les classes inférieures. Deux choses. En troisième, il faisait un peu un test de classe de niveau, je pense. Tous ceux qui voulaient faire du grec, l'option grec, étaient mis dans une classe à part. On était à la troisième G, donc tu avais la troisième ABC, G, Grec, waouh. grec. Et donc, et souvent, c'est ceux qui T'étais en faisaient... 3G. Ouais. Voilà. En plus, il n'y avait pas la 4G à l'époque, donc Ah, c'est pour on était content. Tu avais ceux qui faisaient anglais européen, donc qui passaient le bac en anglais, c'est une épreuve du bac en anglais, et du brevet aussi. Enfin, pas pour le brevet. On avait la plupart tous du latin, parce que les parents, s'ils te poussent à faire du grec, généralement ils te poussent à faire du latin et du grec. Donc on avait un emploi du temps qui faisait que
ça justifiait la création d'une classe à part entière plutôt que de faire une troisième D. Les meilleures classes, c'est allemand, grec et latin. Ouais, non, moi je faisais italien. Non, l'allemand, j'ai fait non. Mais c'est vrai que tous ceux qui faisaient allemand, par exemple, étaient dans cette classe. Soi-disant. Ouais. Mais allemand et grec, je comprends parce qu'avec les déclinaisons, avec les ceux qui ont fait allemand ou grec peuvent comprendre ce genre de struggle. Mais bref. Fait latin, il y a des déclinaisons. Non, mais en fait, l'allemand et le grec ont une autre appréhension du féminin et masculin. Ouais, faut attendre la fin ou je sais pas quoi là aussi. C'est très chiant. C'est vraiment très chiant. Difficile, ouais. Moi, le grec, j'ai lâché après en terminale parce que ça me saoulait. Il y a raison pour laquelle ils sont mathématiciens et ils font des opéras les Allemands. C'est ça. Mais donc du coup, on avait cette classe un petit peu qui était alors vu de la part des autres classes, c'était vraiment vu comme de l'élitisme et c'était pas forcément bien vu. Comme on était dans le privé, ça amenait pas forcément du harcèlement. La classe des têtes d'ampoule. Ouais, ça faisait un peu mal vu. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur de cette classe, il y avait une émulation c'était du jamais vu pour moi. Ouais, pour j'ai moi, vraiment vu émulation, tu vois. Ah mais en fait, en se sentant soutenu par le cadre professoral, parce que par les élèves aussi. On disait pas vous êtes l'élite de la nation. On faisait juste votre emploi du temps, c'est du 8h 17h30 tous les jours. Oh la flemme, je travaille pas autant moi. Vous allez foncer, vous êtes en 3e en plus. C'était même pas en mode je suis un peu adulte, je comprends, je suis mature et tout. Tu fonces. Et naturellement, tu vois, il y a de l'entraide. Naturellement, il y a plein de trucs qui se créent. Et ça, je trouve ça vraiment un truc qu'on peut appliquer, pas forcément pour des gens à qui on met du 8h, 17h, parce que ça te fume à cet âge-là, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que d'avoir une émulation, quelque chose qui te pousse à aspirer à faire mieux, mais ça, c'est quelque chose que malheureusement est trop vu comme de l'élitisme. On fait trop vite le rapprochement entre vouloir tirer le maximum d'un élève parce que à un âge où on peut apprendre tellement de choses. T'as un double système. Parce que moi, je pense que si c'était la norme pour tout le monde, je pense que ça fonctionnerait. Les gens, tout le monde serait on board avec cette idée-là, en se disant... Mais là où mon raisonnement il a un énorme défaut, c'est que je n'ai pas la résolution de la première génération. Comment tu vas convaincre une première génération dès les tout petits? Non, mais de dire à l'école, maintenant l'école c'est comme ça et pas autrement. Vous allez tous faire la même chose et vous allez avancer. Et après on va créer peut-être des classes à niveau, on verra, etc. Mais on va rendre ça au centre de votre vie, etc. Et à partir de là, après cette génération-là va créer entre guillemets des élites qui après ça sera ça va s'auto-créer. Mais comment tu convaincs cette idée-là et surtout comment tu arrives à démanteler le système de privé qui en France et même au Québec est perçu comme bien meilleur que le public et qui est a priori bien meilleur parce que en tout cas qui donne plus de chance. C'est ça, qui donne plus de chance, qui débouche sur une meilleure situation financière à la fin de la journée. Honnêtement, c'est pour ça que je sais pas, et on en avait parlé dans un podcast, mais pour moi c'est un véritable affront que tu fais à toutes les classes populaires quand en tant que ministre de l'éducation tu dis moi mes propres enfants je les mets dans le privé. C'est-à-dire que tu dis en sous-texte que le système ne fonctionne pas. Ça dépend comment tu le présentes, oui. T'es au courant qu'il ne fonctionne pas. Mais tant mieux. Mais fais un truc, t'es ministre de l'éducation. Oui, alors après je suis d'accord, c'est qu'on lui a pas laissé sa chance. Voilà. Qu'elle puisse s'en sortir. Moi je préfère quelqu'un qui arrive et qui dit quelque ça, part et qui dit. Mais elle l'a pas dit en ayant un projet derrière. C'est ça qui m'a, je pense, dérangé surtout. Elle aurait dit, mais évidemment que c'est vachement mieux le privé. C'est pour ça qu'on va tout révolutionner pour aller vers le privé. Là, j'aurais dit, enfin quelqu'un qui dit les termes. Parce que des bénis oui qui viennent et qui disent ah oui c'est super, ah vous avez des problèmes. Non, okay. Je suis d'accord. Vous inquiétez pas, mais vous êtes top. Vous avez aucun problème dans votre mentalité et votre manière d'aborder les choses. On va vous soutenir quoi qu'il en coûte. Bah en fait t'avances pas. Non, puis c'est ça, puis après tu crées aussi, pour moi c'est un cercle vertueux, comme s'il y a des cercles vicieux, tu crées les conditions que les élèves vont prendre soin des infrastructures. Mais totalement. Tu crées tout l'idée, tu fais en sorte que voilà. Et pour moi, et c'est là on fait une petite parenthèse sur Baron Noir, et je vous inviterai fortement à regarder cette série, ce que va proposer Cyril dans la saison 2, semi-spoiler, mais l'idée que on fait en sorte que maintenant les écoles, on remet des blancs dans les écoles, là où il n'y a que des personnes racisées dans les quartiers, parce que les blancs ne reviendront pas, c'est les termes dans la série qui se veulent volontairement comme ça. Moi j'étais en mode, c'est une super bonne idée, parce qu'il faut remettre la mixité sociale à l'école aussi, et de tous les cas, dans le système que j'appréhende pour remettre un peu la méritocratie possible, il y aurait forcément une mixité. Et ça pour moi c'est un truc qui manque tellement en France. Les gens ils vivent
dans des vases clos et tellement séparés aujourd'hui, je trouve. Et c'est peut-être l'effet le plus destructeur qu'il y a en France, c'est que les gens ne sont pas confrontés. Les gens qui ne sont pas confrontés à la réalité des banlieues, ils connaissent pas un mec qui vit dans les banlieues, et les mecs dans les banlieues ne connaissent pas un mec qui vit de la classe moyenne, ou ils connaissent pas un agriculteur connaît pas un citoyen. Mais ça, c'est un problème de grande ville. Hein. Non, mais ça, parce c'est pas. J'ai commencé par les banlieues parce que c'est plus évident, mais tous. L'agriculteur, il voit plus ce que c'est aujourd'hui une ville. Ouais, mais nous, par exemple, tu vois, qui est alors moi, j'ai grandi vraiment dans les petits villages, hein, vraiment dans les. Mais nous, on est anecdotique à l'échelle profonde. de 65 millions de personnes. Oui, mais justement, c'est ça le truc, c'est que là où tu vois qu'on est en petite communauté, bah moi, j'étais le fils du notaire, on avait le fils de l'instituteur, le fils de l'agriculteur, le fils de l'ouvrier, et on était tous dans la même classe. Oui, mais idéalement, oui, c'est peut-être un problème de gestion de grande ville, je sais pas, mais cette idée-là profonde de tout le monde qui est mis dans la même truc, bah, ça fonctionne bien. Et moi, quand je suis arrivé au lycée, on était une classe, on était beaucoup trop nombreux, on était 37 dans la classe, c'était infernal, et puis j'ai rien retenu de mon année. 37, bordel, mais ce que j'ai une colonie de vacances, le machin. Ce que j'ai trouvé vraiment bien, c'est que comme mon lycée, il y en avait que 2 dans ma ville, bah là, ma classe, il y avait vraiment des gens de partout, tu vois. Et je pense que ça m'a quand même un peu ouvert l'esprit, parce que là d'où je viens, c'est quand même une ville qui est relativement pas bourgeoise, mais qui est pas à plaindre. Et donc je me dis, mais là il y avait des gens des quartiers populaires, il y avait des gens vraiment riches aussi. Et voilà, et je ne citerai pas leur nom parce que j'étais en train de dire non, mais je vais pas dire leur nom, mais même dans leur prénom ça s'entendait. Ouais. Tu savais dans quel quartier ils venaient, s'ils venaient de la Marguerite ou s'ils venaient de la ZUP. Pour les gens qui se trouveront où c'est, je fais exprès de pas dire la ville pour vous faire plaisir. Mais voilà, tu vois, tu savais parce que le gars il avait tel prénom, tel truc. Et je me dis ça, c'est un truc qui après, plus j'avançais dans mes études, moins il y avait de gens qui venaient de... Super transition, c'est ce que je veux. Qui venaient de trucs différents. Et je me dis, bah ça, tu vois, il y a un truc qui se passe. Ces gens-là, ils étaient à côté de mon classe. C'est quoi qui a fait la différence ? Mais c'est justement, là, t'abordes la partie des études, et c'est un peu je sais pas combien de temps il nous reste, mais c'est un peu la dernière partie, tu sais. La deuxième partie, dernière, du coup, sur laquelle je voulais arriver, et qui, pour moi, m'a fait peut-être un peu plus mal au cœur au niveau de ma vision déterministe des choses, qui est que, comme tu dis, une fois qu'on avance dans les études, moi, je me suis rendu compte de une grande barrière, qui était celle que on avait beau à l'école avoir eu beaucoup de... Encore une fois, c'est loin d'être parfait, et peut-être, ça dépend à quel point on met le problème haut, mais c'est vrai que la mixité sociale, d'origine, etc., est pas forcément à son meilleur. Mais en partant à l'étranger, j'ai vu rapidement que les expatriés français, il y en avait aucun qui venait... déjà utilisé le terme expatrié. Alors ça, vraiment, la gauche, vous avez un problème avec ce nom, c'est terrible. Mais non, mais expatrié, c'est pas ça. Expatrié, c'est quand tu bosses pour une compagnie française à l'étranger. Non, sinon, c'est ex-patria. Mais sinon, t'es... hors de ta patrie. Oui, c'est ça. C'est tout. Oui, mais sinon, t'es un immigré, en vrai. Hein. Non. Globalement. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Oui, mais c'est quand même bizarre que tous les Français... Du point de vue de ton pays d'accueil, t'es un immigré. Oui, mais du point de vue de ta patrie, t'es un expatrié. T'es hors de la patrie. Non, mais les Français se définissent, en tout cas au Québec, majoritairement comme des gens expatriés. Ouais, mais c'est normal. Ils sont expatriés. Oui, mais ce sont principalement des immigrés. Mais ils sont les deux. Quand tu parles ici, t'es un immigré. Quand tu parles aux gens de France, t'es un expatrié. Ouais. Mais ici, ils vont par exemple autour d'une table, ils vont dire je suis expatrié français. Ouais, mais non, c'est notre langage. C'est les deux. Oh non. Je vous dis que la gauche a un problème avec la notion d'expatrié. Pour moi, il y a une classification qui est ça dépend à quel point si t'es là pour 3 ans, bah oui, tu vas pas te voir comme un immigré parce que tu te vois pas ici t'établir. Mais si tu veux, mais t'es les deux. Au niveau de tes papiers, t'es un immigré temporaire, mais par rapport à ta nation... Mais on fait tous les Européens, c'est pareil. Quand on dit on va voyager pendant nos études, on dit qu'on est en Erasmus, parce que c'est le nom du programme. On va pas dire qu'on va immigrer dans un pays. On n'utilise pas le terme immigrant. Non, mais il y a pour moi... Quel est le problème là-dedans ? Ah non, pour moi, il y a une volonté semi-consciente de se séparer des gens qui viennent d'ailleurs dans le monde et que les Européens, lorsqu'ils immigrent. C'est pas complètement anodin. Je peux pas croire que c'est anodin. Parce qu'à chaque fois, on trouve un autre terme pour utiliser au lieu du terme immigré. Et on réserve le truc immigré pour une certaine classe de gens, d'une certaine partie du monde. Le Moyen-Orient et le Maghreb, pour être honnête. Et tous les autres, sinon, c'est pas vraiment des immigrés. Mais c'est qu'ils n'ont pas ce mot-là, ils se l'ont pas approprié. Tu sais d'où viennent les expatriés à la base ? Les expatriés, c'est les soutiens du roi qui sont partis pendant la Révolution française et qui, du coup, ont formé les expatriés. C'était donc les aristocrates et les nobles qui ont dû fuir la France sous peine de mort,
autrement, Oui. et qui du coup se sont formés comme Oui, c'est comme les Français de l'étranger. C'est comme excommuniés, expatriés, c'est le même. Voilà. truc, Mais non, mais c'était vraiment une classe sociale Oui. qui était hors de France parce qu'ils ne pouvaient plus et donc qui ont dû soit s'établir là-bas. Et ça a fait d'ailleurs certaines belles anecdotes en Angleterre et en Hollande, enfin aux Pays-Bas. Et voilà. Mais à la base, c'est juste ça. Tu vois, il y a pas de hiérarchie des trucs. C'est juste des gens qui ont quitté la France. Voilà. Bref, Très ça bien. n'a aucun rapport. Mais Je conçois ton point. c'était le fait de voir que donc les Français qui étaient expatriés, pour moi en tout cas, ou immigrés, on s'en branle, c'est Non, pas mais- c'est pas le truc. Venaient souvent On du devrait même milieu. inviter Linguisticae et lui poser la question. C'est ça. Moi, je l'aime bien, lui, donc justement. Il pourra mettre les... Parce En que plus, lui, il il est aura... de gauche, donc Non, mais ça t'arrange. Lui, il aura des sources et il va t'expliquer de long, large et en travers pourquoi on utilise tel ou tel thème. Ah oui. Non, mais ils sont très intéressants, les linguistes. Et ce qui m'attriste un petit peu, c'est que les linguistes, tu vois que la politique est tout autant présente. Et tu Oui. le vois dans l'écriture Mais ils ont inclusive pas le ou plein de choix. trucs. Mais je trouve Bah, que ils lui, sont- oui, il est de gauche, mais il est quand même... Ah, il est méga de gauche quand même. Il essaye quand même de présenter des points... Ah, il essaie d'être objectif. En fait, c'est qu'il part de la base même, Mhm. et après, sur la fin, et dans son ton surtout, la Voilà. manière dont il raconte les choses, il va prendre parti. Mais la base même, elle est quand même très neutre, et elle est très... En tout cas, elle est très scientifique, et c'est ça que j'apprécie chez lui. C'est comme si les faits et les opinions étaient deux choses différentes. Mais lui, il arrive à te présenter une première partie où c'est des opinions et après, C'est ça. il va te dire les faits et là, tu fais oui, bon, je retiens que cette partie-là parce que les faits, parce que les opinions, tu penses que tu veux. Mais bref. Donc oui. Donc il y avait une première partie qui était que bon bah voilà, tu as beau faire autant d'égalité que tu veux, il se trouve que ceux qui partent de France, Ah bah, ils ont des malheureusement, moyens, oui. sont souvent les mêmes. Mais au-delà de ça, c'est que moi, pourquoi je suis pas resté en France et là je vous ramène à notre ancien podcast sur on a quitté la France et tout. Pourquoi on a quitté la France? C'était justement cette peur et cette impossibilité de monter Ouais, en France. pareil. Et que Globalement, ici, qui me semblait et qui me semble encore beaucoup plus facile. Moi, je te le confirme. Voilà. Et deuxièmement, et ça par contre, ça se confirme totalement ici, c'est que le plus tu vas faire d'études n'est pas du tout égal au Ouais. plus tu vas faire Ça, d'argent. Et ça, c'est là pour moi que là, on porte un coup de grâce à la méritocratie. Tu trouves? Pour moi, c'est Parce que la on méritocratie finit de l'enterrer. se traduit vraiment par les études? Bah oui, parce que c'est le travail. Oui, mais si tu as Parce 18 que ans, t'as tu grind. lâches l'école, mais tu grindes dans ton coin parce que tu as appris des trucs assez, etc. C'est une forme de travail. Mais le problème, c'est qu'un gars qui a 18 ans et qui se met à bosser, et moi, pendant ce temps-là, je fais mes études, et qu'à la fin, on se retrouve au même boulot, ou même on se retrouve dans des... Mhm. En fait, ce que je veux pas, ce que je n'aime pas, et ça... Alors là, vous allez pouvoir me traiter de jaloux, mais autant que vous voulez, je n'en ai rien à foutre. Voilà, il n'y a pas de problème, c'est pas contre vous. Le principe est tel que, pour moi, quand tu arrives à avoir détourné le système, parce que c'est comme ça, hein, c'est un hold-up, hein, pour pas faire de prépa, mais avoir fait ta petite école sur le côté, pour pas avoir fait d'études, mais avoir fait ta petite formation sur le côté, et qu'à la fin, tu arrives à avoir le même boulot que moi, ou à avoir un boulot qui fait que tu gagnes plus que moi dans le même secteur, pour moi, c'est un hold-up total. C'est qu'on ne valorise pas le fait de faire des études, d'avoir de la production scientifique, mais on valide des compétences techniques. On va Ah dire, oui. tu es très bon Bah, là-dedans, et maintenant, on va t'utiliser pour ça. Et le gars qui a fait 10 ans, alors 10 ans, c'est peut-être un peu beaucoup quand même, mais qui a fait 5 ans, 7 ans d'études sur le côté, voilà. Et oui, aujourd'hui, mais ça, c'est parce que les études sont mésadaptées à la réalité du travail. C'est parce qu'on t'apprend pas réellement. c'est que le travail est pas adapté aux études. Oui, ou l'inverse, oui, mais dans tous les cas, il y a, Ouais, mais à la fin, il y a les deux qui fonctionnent pas, qui se parlent pas. Mais par exemple, quand moi, tout ce que j'ai appris à l'université, le seul truc que j'ai appris de ma vie, et c'est pour ça qu'on fait un podcast, c'est un esprit critique. C'est apprendre à réfléchir quand tu as une Oui, parce information. qu'on a été dans des sciences humaines. À faire des recherches, etc. Mais je vous conseille Yann Toucourt sur Instagram. Lui, il monte des vidéos et il dit qui a gagné le débat. Et après, il travaille. En fait, tu te rends compte qu'il fait juste travailler l'esprit critique, tu Mhm. vois. Et je me dis, bah ça devrait être des cours de base parce que probablement que je serais pas allé à l'université si j'avais eu parce qu'on n'en aurait pas eu besoin. Mais tout ce que je fais dans mon travail ou tout ce que j'ai fait dans tous mes emplois que j'ai eu, l'université, à part à savoir un peu parler, parce que ça c'est surtout la maîtrise qui me l'a imposé, parce que nous dans nos classes on était obligé de parler du coup à la maîtrise et de prendre la parole, etc. Ça ne m'a servi à rien. Et d'ailleurs même récemment au travail on m'a dit ce que tu as fait c'est super bien, par contre c'est beaucoup trop universitaire, je t'aurais mis A+ à l'université, mais là il va falloir que tu fasses ça en bullet Mais point. tu vois, moi, c'est là où je trouve que ok. c'est le capitalisme qui, justement, a tout détruit. Enfin, tout détruit. En fait, le capitalisme a aussi formé la société qu'on a aujourd'hui. Donc, mais c'est que
aujourd'hui, on va te dire, fais pas un doctorat, tu vas pas gagner plus Ça, et tu vas même gagner moins. Bah, tu sais que moi, ce qui me retient, parce que là, depuis qu'on en a parlé aussi en off, je me suis remis à retravailler sur mon truc et tout, un peu à regarder les études et tout. Et je suis en mode, en fait, ça me déprime de me dire, je vais lâcher peut-être mon travail, mon salaire, tout pour gagner quoi? Pendant 5 ans, pour gagner en dessous du salaire minimum ou de dépendre de bourse en bourse, en espérant tu vas dépendre que de bourse, ouais. En espérant d'être bon pour après ne pas être sûr de trouver un emploi. Ou Ouais. alors faire une grande boucle et revenir à mon emploi avec 3000 balles en plus par an parce que j'aurais eu un doctorat. Parce que c'est ça la différence entre maîtrise et doctorat. Hein, là où je bosse. C'est 3000 $ en plus par an. Parce que Donc, le système est fait Le d'une système- manière que, mais n'importe où, que tu es tranché. généralement, tu regardes quand tu remplis les formulaires, par exemple pour le fédéral, je suis presque sûr que le doctorat est pas valorisé. C'est-à-dire c'est ça. parce que c'est études de deuxième cycle et troisième C'est cycle. deuxième cycle et 3 qui sont mis ensemble. Donc ça veut dire que tu fais maîtrise ou doctorat, c'est pareil. Je suis en mode, Et là, tu vois, super. c'est pour ça que, tu vois, et certains dans les commentaires vont sûrement dire ça, que oui, mais en même temps, on s'en fout que, tu sais, encore une fois, ton travail universitaire, c'est pas ça Alors qui là, va... on va faire un live Twitch et je vais vous expliquer pourquoi. C'est hyper important le travail Mais c'est ça. universitaire. C'est que, aujourd'hui, mais c'est vrai, regarde, va dans une entreprise et va faire du travail universitaire dedans. Ton entreprise actuellement, elle fait pas de cash. Ah non, avec la absolument connaissance, avec l'esprit critique, avec la vérification Et de tout source, a- avec tout ça. pas. Là où je suis d'accord, c'est que les seuls trucs qui font encore de la science ont été pervertis par les lois du marché. Bonjour Big Pharma. Mais voilà. Où ils te vendent de la merde, où ils te vendent des trucs à rentabilité. Mais plutôt que- l'industrie agroalimentaire, tout pareil. Oui, l'industrie agroalimentaire. T'as des gars évidemment. qui vont taper v'là le doctorat, justement. On parle de doctorat En en, agronomie. en agronomie, etc. Les gars, c'est des têtes, etc. Le problème, c'est que la seule manière pour eux de se faire du cash, c'est de travailler pour Monsanto. Mm. Et c'est littéralement pareil avec les pétrolières qui vont recruter tous ceux qui sont en environnement, etc. à la sortie des écoles avec des salaires mirobolants, en disant mais c'est super ce que tu as fait, mais t'es super bon. Mais tu sais que nous, on est super intéressés par le changement climatique. Hein. Nous, c'est vraiment notre truc. Donc, Puis on aimerait changer nos manières de faire. Hein. Et c'est comme bien sûr. les gens qui vont les vendeurs d'armes qui vont voir les ingénieurs à la sortie qui leur disent nous on est super intéressés par la paix. Ouais, Tu mais c'est connais ça. Et c'est ça où moi je trouve que Oui. tout est cassé. Tout est cassé. Parce que Bah tout est cassé par la rentabilité parce qu'on ne valorise pas l'idée de. En fait, on a valorisé la réussite par un nombre de chiffres dans un compte en banque. Et ça, je suis assez on peut d'accord. fermer le podcast sur cette phrase, voilà. Non, mais je suis assez d'accord que du coup, on n'a pas valorisé par l'idée de la connaissance, etc. Et ici, on nous a fait croire que c'était moins pire. Mais ici, finalement, Je sais même pas si c'est... Je sais pas. ici, les gens sont plus heureux parce qu'ils sont immunisés, mais parce qu'ils gagnent bien leur vie. Tu sais, c'est parce que c'est pas tellement, c'est plus aussi ce que tu vas acquérir, tu vois. C'est perverti Et c'est ça. aussi. Parce que ça donne un En statut. Amérique du Nord, donc. Mais tu vois, mais c'est et c'est là où c'est mon manque d'expérience en France qui me questionne. Et n'hésitez pas, d'ailleurs, les Français et les Françaises dans les commentaires. Je crois que je pourrais pas. Quand je vois mes potes en France, chaque fois je me dis putain, ils font tellement des horaires de dingue et tout. C'est ça, déjà, ils ont des horaires qui sont assez différents. Puis le respect de la hiérarchie et tout, c'est. Mais en fait, je vois pas la joie dans le travail. Parce que ici, non. à la limite, j'ai une joie dans le travail, dans mon salaire. Alors, les salaires sont pas non plus foufou, hein, parce que vous faites taxer 35% au Québec. Mais si tu n'as pas de joie sur ton salaire et que tu peux pas flex, parce qu'en France, tu peux surtout, parce que ça aussi, Ah oui. grosse atteinte à la méritocratie. Et quand on parlait de culture, en France, le fait de réussir, c'est pas bien vu. Et alors, avoir un gros salaire, déjà le salaire, t'en parles pas avec tes amis, parce que c'est une affaire privée. D'où Ouais. ton salaire, c'est privé. Moi, honnêtement, la transparence, moi, je mettrais tous les salaires. Tout transparent. C'est-à-dire, tu viens dans l'entreprise, tu sais que Monique, elle gagne 50 000, tu sais que Ghislaine, elle Bah, gagne c'est le principe de 65 000. l'administration. Mais oui, mais totalement. Tu sais, tu sais combien gagne ton patron. Enfin, tu sais combien gagne ton chef de division. Les Tu- questions d'équité salariale homme-femme, exit. Les questions de pourquoi il a une promotion et pas moi, exit. Bah oui, le gars, il est là depuis 6 ans, t'es là depuis 3 Bah, ans. Il y a- c'est pour ça que l'administration, à terme, elle a quand même une idée du monde du travail qui est en tout cas très intéressante. Ah bah oui. C'est pour ça que l'idée de Macron de mettre au mérite l'administration, c'est le début de la perversion pour moi. Parce que C'est justement, dangereux. tu vas créer les conditions du début de ta corruption et du début de... Bah, si c'est le mérite, ça peut s'acheter techniquement dans une société capitaliste. Et Donc, c'est vrai que tu veux stimuler un peu l'administration. Tu veux leur dire, bougez-vous bah, c'est quand pour ça même qu'ils un font peu. des échelles salariales de zinzin et qui progressent tout le temps. Voilà. Parce que tu dis plus longtemps je reste, plus longtemps je vais gagner de l'argent et chaque année tu gagnes plus que l'année d'avant et tu te dis il y a 5 ans je gagnais je sais pas 10 000 de moins que maintenant. Bah, évidemment que je vais rester dans une compagnie privée, ça se trouve j'aurais été licencié. Et aussi ça. t'as la sécurité de l'emploi aussi. Ta sécurité de l'emploi, puis
même pour l'employeur qui est donc en l'occurrence l'État, mais bon, ton manager, bah, c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir Monique qui depuis 20 ans sait gérer ce genre de dossier plutôt que après, de devoir... ça a ses défauts parce qu'il faut changer des fois aussi la culture de Bien Monique sûr. ou l'arrivée d'Internet. Totalement. Donc, bon. Mais bon, il y a voilà, après c'est pas parfait, mais c'est toute cette idée de se dire, nous deux, on pourrait faire des choses, on pourrait aussi reprendre les études, et justement, déjà, les études, tu les fais pas que pour toi, arriver au niveau du doctorat, c'est censé être pour quelque chose de plus grand, même si ta maîtrise, on t'a dit ça, en soi on t'a menti, hein, c'est surtout pour t'apprendre à faire un doctorat plus tard si t'en as envie. Oui, c'est surtout ça. Mais voilà, là, tu vas pouvoir servir un intérêt supérieur, mais tu vas surtout devenir tellement expert dans ton domaine qu'après, derrière, bah, on devrait justement te mettre de l'avant. S'il y a une guerre, je dis vraiment n'importe quoi, hein. Je dis vraiment un truc qui est jamais arrivé, jamais, genre, mettons, il y a une guerre dans une zone géographique proche de chez toi, qu'il y a des gens qui l'ont super bien étudié, et bah, par exemple, on te met toi à la télé, plutôt que des journalistes qui ont littéralement les mêmes infos que ce qui a fuité, et on leur fait ah ouais moi, mais je alors me rends compte que moi j'y crois pas. Ah si, moi j'y crois. Ah moi je pense qu'il y a ça. Ah moi je pense qu'il y a ci. Et où en fait on nauséabonde le débat, là où il y a des gens qui sont experts qui pourraient t'en parler pendant 10 ans mais à qui on va pas donner la parole. Non, ça c'est terrible. Et puis aujourd'hui maintenant surtout on valorise pas, et en même temps on valorise parce que dès que t'as un CV qui a un peu de la gueule, on va t'inviter tout de suite, mais tu peux l'acheter ton CV quasiment. Moi, quand j'ai appris avec que Idriss Albert Khan, je veux Albert dire, Khan. ce mec-là, tout est faux, et même si tout est faux, même si tout était vrai, déjà c'est physiquement pas possible, et quand bien même, quand tu digues un peu, c'est faux, et puis même, il y a quand même des trucs où je suis en mode, mais c'est pas parce qu'il a un doctorat en je sais pas quoi qu'il peut parler de tout et n'importe quoi. Et encore une fois, je vous renvoie à Yann Toucourt sur Instagram, où il a démonté un peu une conférence de presse, une conférence où il met de l'avant certains trucs, et tu fais oui, bah voilà quoi, il y a rien, il y a pas de suite, et ça se voit. Et donc je suis un peu en mode, juste parce que t'as un bon CV ou parce que t'as fait tel truc, mais ça peut s'acheter, mais c'est même pire que ça. Par exemple, pour dire que t'as été soutenu par Ford, Forbes, le magazine là, tu peux acheter ta place auprès de Forbes. Les TED Talk là, tu peux acheter ta place aussi. Moi, je savais pas, j'ai découvert ça très récemment. Je pensais qu'il y avait un truc, mais les TED... Mais surtout TEDx, ouais. TEDx, voilà. TEDx, ça, tu peux... Tout est faux. Et parce qu'en fait, je suis un peu tombé dans le trou de verre là, de LinkedIn et des wannabe managers LinkedIn, et j'ai regardé des vidéos et des mecs, des trucs comme ça. Ça, les LinkedIn activistes, là, s'il vous plaît. Et donc, en vrai, allez tout sur peut Twitter. être perverti, donc voilà. Mais bon, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que je pense qu'on a un peu perdu la notion du temps, mais c'est pas grave. Non, mais c'est ça. Mais intéressant. Un dernier idée. Un dernier truc aussi, c'est pas parce que quelqu'un, alors là, je vais un peu à contrario de tout ce qu'on a dit, mais pas de ce que tu viens de dire juste avant. Pas parce que quelqu'un a fait des études ou qui est docteur dans un truc ou des choses comme ça dans le sujet à la mode qu'il faut non plus le prendre comme un dieu. Non, mais il va être expert. Je te coupe la parole. Il va être expert dans son point. Si, par exemple, moi, je suis... et même là, ça dépend. Ça dépend de ta méthode pour atteindre ce que tu as dit. Ça dépend aussi de ton sujet, parce que plus vous allez faire d'études, plus vous allez faire de points, plus vous allez voir que c'est pas parce que vous avez travaillé sur le Moyen-Orient que les dynamiques Israël-Palestine, vous allez y comprendre quelque chose, parce que vous avez pu vous concentrer sur, je sais pas, la politique jordanienne de 1939 à 1982, qui inclut un peu Israël, mais qui aujourd'hui est plus la même. Ou, enfin, je sais pas, quand tu deviens expert, justement, dans un truc très précis. Et la légende raconte, par exemple, dans une vidéo que tu m'avais envoyée, que l'ingénieur chez Ferrari, il s'était spécialisé à faire que le pneu, pot d'échappement, que le pneu ou le pneu d'échappement de droite, incapable de concevoir celui de gauche. C'est là les limites de l'expertise aussi, mais c'est pas parce que il y a un buzzword dans son nom. Par exemple, les experts en géopolitique, ça n'existe pas. Voilà. En géopolitique globale, ah ouais, ça va être dur. Là. Les experts au Moyen-Orient, ça n'existe pas. Les experts dans des régions du monde, les experts sur les politiques africaines, ça n'existe pas. Européenne, ça n'existe pas. Tu peux pas être expert généraliste, ça n'existe pas. Vous êtes spécialisé dans un instant T, à un moment. Alors après, il est évident, par contre, comme les médecins, un généraliste, il va normalement mieux comprendre un papier de scientifique que Michel qui est que Michel évidemment, voilà. Mais ça n'en fait pas de lui les experts. Et là je vous renverrai à la Covid où par exemple tous les médecins sont devenus experts dans les thérapies géniques, dans comment s'appelle aussi l'autre truc là,
l'ARN messager. Oui, c'est ça. Et ils sont devenus experts dans tout et rien. Et je suis en mode, c'est comme moi si on me demandait demain la situation géopolitique du Soudan. Bah écoute, je sais même pas citer le Premier ministre ou je sais même pas le régime politique là-bas. Je sais qu'il y a une guerre, c'est tout ce que je sais. Je vais pas aller sur un plateau oser en parler. Non. Et prendre un radiologue pour parler de la thérapie génique. Le mec à 50 ans, même s'il a fait sa thèse dessus, ça fait 30 ans qu'il probablement voilà. C'est ça, c'est pour ça que je voulais dire que le CV est vraiment pas, ça veut vraiment pas tout dire, parce que ce qui importe vraiment, c'est la méthode avec laquelle tu arrives à prouver ton point ou que tu as tes résultats. Et c'est là où Didier Raoult a totalement failli. C'est là où justement, plus t'es médiatisé aussi, plus tu arrives à faire des raccourcis, mais il y en a qui gardent quand même leur intégrité. T'es obligé aussi un peu des fois. Bien sûr, mais tu vois, l'exercice t'oblige à faire ça. Aussi. L'exercice de synthèse est très compliqué, mais Jean-Marc Jancovici, par exemple, y arrive excessivement bien. Jean-Marc Jancovici, Thomas Pesquet, il y a des gens, c'est leur métier. Mais tu as des gens justement comme Didier Raoult que ça pervertit totalement et qui deviennent finalement des gourous de méthodes qui sont pas forcément les bonnes, qui seront peut-être bonnes, mais pas dans la manière dont tu les présentes. Et là, je vous réfère, pour aller plus loin là-dessus, à la vidéo d'un gars qui s'appelle Le Point Genius, par rapport au CV, mais aussi par rapport à tout ce qui s'était passé en Ukraine avec la centrale, comment elle s'appelait, dans les années 80, là, Tchernobyl, sur le manque d'écoute, justement, de scientifiques, mais surtout la reprise médiatique qu'il y avait eu suite à ça, sur le fameux nuage qui s'est arrêté à la frontière, qui a, mais contrairement à ce que tout le monde croit, jamais été un truc. L'État n'a jamais dit que le nuage s'était arrêté à la frontière. Ouais, c'est un effet Mandela là de dire ça. C'est comme la citation de Gaulle, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Il n'a jamais prononcé cette phrase. Je sais pas. Tu vois, mais c'est comme il y en a plein comme ça, des trucs qu'on les a attribués à des gens. Des gens éminents, puis finalement, mais tout ça c'est pour moi c'est des atteintes à la science. Oui. C'est des atteintes justement à la création, à la réflexion, pour promouvoir des intérêts qui sont beaucoup plus standards, capitalistes. Et là, on n'a pas parlé, ça fera peut-être l'objet d'un podcast, de comment la politique justement peut utiliser pour tordre la réalité et dire ce genre de choses. Et par rapport à notre podcast de la semaine dernière sur Trump, justement, par exemple, un des trucs qui est angoissant avec Trump, c'est ça. C'est qu'il tord la réalité à un degré où tous les politiques tordent la réalité pour faire leur affaire. Ça, c'est une évidence. Mais lui, il pousse les limites pour voir jusqu'où on peut la tordre, tu vois. Et tu t'es dit, ouais, c'est grave, quoi. Et pour moi, de toute façon, globalement, l'éducation, ça devrait avoir un chèque en blanc et on devrait pas faire de budget, on devrait rembourser leurs dépenses. Ouais, bah alors la santé aussi. Ah oui, non, pour moi, il y a 3 grands trucs. C'est la santé, tu fais un chèque en blanc. L'armée, mais surtout les renseignements. Parce que aujourd'hui, l'information, c'est vraiment le nerf de tout. Donc l'information, faut pas qu'on se dise, on manque d'hommes pour aller. Non, on a un truc. Et le 3e, c'est l'éducation. C'est vraiment les 3 ministères où pour être un État fort et puissant, et voilà. Et le logement ? Non, mais ça, après, de toute façon, c'est pas obligé de faire un chèque en blanc. C'est ce que je dis, c'est que là, vraiment, tu mets des budgets illimités pour ces trucs-là. Mais normalement, en ayant l'éducation, tu vas créer du logement aussi. Mais l'argent est limité. Ça dépend si t'es les États-Unis et t'imprimes tes propres billets ou si t'es la France soumis à des notions de l'euro, par exemple. Vous inquiétez pas, on va faire un podcast sur la dette parce que putain, moi je suis nul en plus en économie. Et c'est ça, c'est là où je vais pouvoir te mettre à l'amende. Puis le cancel the debt, on en avait parlé en off et là faudra qu'on en parle avec un petit peu plus plaisir, de. Mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir d'avoir cette discussion avec toi parce que c'est vrai que c'est un sujet où on se plaint, mais on s'en est quand même bien sorti dans la vie, notamment grâce à mes parents, pour moi en tout cas. Non, c'était vraiment, on refait le monde. Et puis voilà, on refait le monde et c'est pas parce que on se plaint qu'on est non plus pas content de la chance qu'on a eu jusqu'à présent. Mais je pense que les choses peuvent se faire mieux. Puis j'aimerais que mes enfants ils aient encore mieux que ce que j'ai eu. Donc c'est sûr que j'espère toujours mieux. C'est un peu un truc a priori des parents normaux. Tu veux toujours mieux pour ton enfant. C'est ça. Donc voilà. C'est jamais bête de vouloir plus. Donc bref, merci beaucoup pour avoir eu ça. N'oubliez pas d'interagir avec ce contenu, c'est le vôtre maintenant, donc faites-en ce que vous voulez pour de bonnes choses. Commentez, suivez-nous sur Instagram, TikTok, tous les réseaux. Ceux-là, ouais. Partout sauf dans la rue. C'était Des bières et des bas. Merci et à la semaine prochaine. Bye. Ciao.